Bonjour, je m'appelle Adrienne Fontaine. J'ai 67 ans et j'habite à Paris, en France. Avant de commencer mon histoire, je voudrais vous demander une faveur. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like sur cette vidéo et commentez d'où vous m'écoutez. Votre interaction m'aide énormément à continuer à partager des histoires comme celle-ci. Merci du fond du cœur. Maintenant, respirez profondément, car ce que je vais vous raconter va vous faire réfléchir sur la famille, la trahison et le pardon. C'était un après-midi pluvieux de novembre quand ma vie a changé pour toujours. J'étais assise dans mon café préféré, le petit bistrot au coin du boulevard Saint-Germain, cet endroit chaleureux où les serveurs savent déjà que je prends mon café avec seulement une demi-cuillère de sucre. La pluie battait contre la vitre embuée, créant un rythme presque hypnotique. Je remuais distraitement la petite cuillère dans ma tasse quand mon téléphone portable a vibré sur la table de marbre froid. C'était un message de Mathieu, mon fils unique. Le garçon que j'ai porté pendant 9 mois, que j'ai allaité, à qui j'ai appris à marcher, à lire, à être honnête. Le message disait simplement « Il faut qu'on parle, c'est urgent ». Mon cœur a bondi. Mathieu me contactait rarement. Ces 3 dernières années, il était devenu distant, froid, presque un étranger. Mais moi, comme toute mère, j'ai toujours cru qu'un jour il redeviendrait le garçon affectueux qui m'appelait chaque dimanche juste pour savoir comment j'allais. Je l'ai appelé immédiatement. 2 sonneries. 3. Il a décroché. « Maman, enfin !» Sa voix semblait pressée, presque irritée. « Écoute, demain c'est mon mariage. » Je n'ai pas pu retenir le sourire qui s'est formé sur mes lèvres. Un mariage. Mon fils allait se marier. Ce dont toute mère rêve, voir son enfant heureux, construisant sa propre famille. Mathieu, quelle merveilleuse nouvelle. Avec Adèle. Où aura lieu la cérémonie? Je dois acheter une robe, prévenir mes amis, préparer un cadeau spécial pour... Non, maman. Il m'a coupé, sec comme une lame. Ce n'est pas avec Adèle, c'est avec Juliette, et tu n'es pas invitée. Le sourire s'est figé sur mon visage. La cuillère a glissé de mes doigts et a teinté contre la soucoupe. Autour de moi, les gens conversaient avec animation, riaient, vivaient leur vie normale. Mais pour moi, le monde s'était arrêté. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Ma voix est sortie faible, presque inaudible. « Tu as bien entendu. Juliette pense que tu es manipulatrice et toxique. Et tu sais quoi, maman ? Elle a raison. » Chaque mot était un coup de poignard. Manipulatrice ? Toxique ? Moi, qui ai tout sacrifié pour lui. Qui ai travaillé 16 heures par jour dans une usine Renault pendant 35 ans pour qu'il puisse étudier dans de bonnes écoles, avoir des vêtements décents, des vacances, des opportunités que je n'ai jamais eues. Mathieu, comment peux-tu dire ça? J'ai toujours... Alors j'ai décidé de couper les ponts une bonne fois pour toutes. Il a continué, ignorant complètement ce que j'allais dire. J'ai déjà retiré tout l'argent de tes comptes bancaires. Tu m'as donné accès quand tu as eu ta pneumonie, tu te souviens? Et j'ai aussi vendu la maison de Bretagne. Je vais utiliser l'argent pour acheter un appartement avec Juliette. On a besoin de commencer notre vie loin de toi. Mes mains ont commencé à trembler. La tasse de café est devenue floue dans ma vision. Des larmes brûlaient à mes yeux, mais je les ai retenues. Je n'allais pas pleurer, pas encore. Au revoir, maman. Passe une bonne vie. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai ri. Un rire bas, rauque, presque hystérique, qui a commencé au fond de ma gorge et a grandi. Le serveur m'a regardé, inquiet. Une dame à la table voisine m'a lancé un regard curieux. « Ah, Mathieu !» j'ai dit entre mes rires amers. « Tu ne sais pas, tu ne sais vraiment pas ?» Il y a eu une pause de l'autre côté de la ligne. Je pouvais imaginer l'expression confuse sur son visage. « Je ne sais pas quoi ?» il a demandé, déjà avec un ton d'irritation. J'ai respiré profondément. Ma voix est sortie calme, ferme, chargée d'une douleur qu'il ne pourrait jamais comprendre. Les comptes bancaires et la maison. En réalité, ils appartenaient à la coopérative des anciennes employées de Renault. Silence absolu. J'ai été syndicaliste pendant 30 ans, Mathieu. Quand j'ai pris ma retraite, je suis devenue curatrice des fonds de pension de 200 femmes qui ont travaillé avec moi. Des femmes qui ont consacré leur vie à cette usine, qui ont sacrifié leur santé, leurs rêves, tout.
Quand tu as signé ces papiers en 2019, ceux que tu n'as même pas pris la peine de lire parce que tu étais pressé, trop occupé avec ton téléphone portable. Tu es devenu curateur auxiliaire. J'ai entendu sa respiration s'accélérer de l'autre côté. Ça signifie, mon fils, que tu viens de voler 200 retraités. Des femmes de 60, 70, 80 ans. Des femmes avec de l'arthrite, avec des problèmes cardiaques, avec des pensions misérables. Tu as volé leur subsistance. Tu mens. Sa voix faiblissait. Regarde les documents que tu as signés. Tout est là. Et tu sais quoi d'autre? Les avocats de la coopérative ont déjà été notifiés automatiquement par le système bancaire. Tout mouvement au-dessus de 50 € déclenche un audit. Il ne pardonne pas ce genre de choses, Mathieu. Il ne pardonne pas. J'ai raccroché le téléphone. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir l'appareil. J'ai appuyé mon front sur la table froide de marbre et j'ai fermé les yeux. Les larmes que je retenais ont finalement coulé, silencieuses, chaudes, chargées d'une douleur que je n'aurais jamais imaginé ressentir. Le serveur s'est approché, délicat. « Madame, ça va ?» J'ai juste fait signe que oui, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Mon fils, la personne que j'aimais le plus au monde, venait de me trahir de la manière la plus cruelle possible. Et moi, dans ma douleur, j'avais tendu un piège qui allait maintenant le détruire. Mais avais-je vraiment le choix? Je suis sortie du café sans finir mon café. La pluie s'était transformée en bruine fine, celle qui mouille lentement mais trempe jusqu'aux os. J'ai marché dans les rues de Paris sans destination précise, laissant simplement mes pieds me guider. Les vitrines illuminées des magasins, les couples main dans la main, les rires venant des restaurants. Tout semblait irréel, distant, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Je suis arrivée chez moi quand il faisait déjà sombre. Mon petit appartement chaleureux m'a accueilli avec son silence familier. J'ai enlevé mon manteau mouillé, enfilé mes pantoufles usées, et je suis allée directement à la cuisine préparer du thé. J'ai besoin d'occuper mes mains quand ma tête est en tumulte. Pendant que l'eau bouillait, j'ai regardé autour de moi. Les murs pleins de photographies, Mathieu bébé dans mes bras, Mathieu enfant tenant son premier certificat scolaire, Mathieu adolescent avec ce large sourire qui faisait fondre mon cœur. Sur toutes ces photos, j'étais à ses côtés. J'ai toujours été là. La bouilloire a sifflé, me ramenant au présent. J'ai préparé mon thé à la camomille et je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui qui appartenait à mon père et que je n'ai jamais eu le courage de changer. De là, je voyais les lumières de la ville scintiller au loin. Mon esprit est retourné en 2019, à ce jour dans le bureau du notaire. Je venais juste de prendre ma retraite après 3 décennies et demie à l'usine Renault. Mes mains étaient déformées à force de serrer des boulons. Mes genoux me faisaient mal quand je montais les escaliers, mais j'étais vivante. J'avais survécu. Et quand la coopérative m'a offert le poste de curatrice des fonds de pension, j'ai accepté sans réfléchir à 2 fois. « Madame Fontaine », le notaire avait dit, ajustant ses lunettes fines sur son nez, en acceptant la curatelle, vous comprenez que les biens enregistrés sous votre administration appartiennent à la coopérative, n'est-ce pas? Ils ne sont pas à vous. Vous administrez simplement au nom des associés. Oui, je comprends parfaitement. J'ai répondu avec fermeté. Je veux aider mes anciennes collègues. Beaucoup sont malades, sans famille, sans personne pour s'occuper d'elles. Le notaire s'est alors tourné vers Mathieu, qui était assis à mes côtés, absorbé par son téléphone portable, le pouce glissant sur l'écran avec la hâte de quelqu'un qui a des choses plus importantes à faire. Votre fils sera curateur auxiliaire, comme vous l'avez demandé. Il aura accès au compte, mais tout mouvement au-dessus de 50 € déclenche un audit automatique de la coopérative. C'est un système de sécurité pour protéger les fonds. Mathieu a levé les yeux de son téléphone juste une seconde, a pris le stylo et a signé les papiers sans même regarder ce qui était écrit. « C'est bon, maman. J'ai un rendez-vous à 3 heures. » Je me souviens que je l'ai regardé à ce moment-là avec une tristesse que je n'ai pas pu dissimuler. Quand est-ce que mon fils était devenu si pressé, si désintéressé, si distant? « Tu peux y aller, mon fils. Merci d'être venu. » Il m'a donné un baiser rapide sur le front, plus par obligation que par affection, et il est parti.
Le notaire m'a lancé un regard de compréhension silencieuse, de ceux qui en disent plus que 1000 mots. Maintenant, assise dans mon fauteuil avec le thé qui refroidissait entre mes mains, je me demandais, à quel moment ai-je perdu mon fils? Était-ce quand il est entré à l'université et a rencontré des gens d'un autre niveau social? Était-ce quand il a obtenu ce travail dans une entreprise technologique et a commencé à gagner plus en un mois que ce que je gagnais en un an? Ou était-ce quand il a rencontré Juliette, cette femme qui ne m'a jamais regardé dans les yeux, qui a toujours fait clairement comprendre que je n'étais pas la bienvenue dans leur vie? Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour plonger dans ces souvenirs. 4 jours après l'appel téléphonique de Mathieu, j'ai reçu un appel officiel de la coopérative. C'était Madame Claire, la présidente, une femme de 70 ans, aux cheveux blancs impeccablement coiffés et à la voix qui n'admettait aucune bêtise. « Adrienne, nous devons parler, en personne, aujourd'hui, si possible. » Je me suis rendue au siège de la coopérative cet après-midi-là. Le vieux bâtiment dans le 10e arrondissement avait cette odeur caractéristique de vieux papier et de café fort. Madame Claire m'a reçu dans son bureau, accompagnée de l'avocat de la coopérative, Monsieur Arnaud, un homme d'âge moyen avec une expression perpétuellement inquiète. « Adrienne. » Madame Claire a commencé, sans détour. « Nous avons eu un mouvement irrégulier sur les comptes. Votre fils, Mathieu Fontaine, a retiré 230 000 € et a vendu la propriété de Bretagne pour 1 100 000 €. L'argent a disparu des comptes de la coopérative. J'ai senti mon estomac se retourner, même si je savais déjà ce qui s'était passé. Il ne savait pas. J'ai commencé à dire, mais Madame Claire a levé la main. « Adrienne, 200 femmes dépendent de ce fonds. Ce sont des pensions. Ce sont des médicaments. Ce sont des traitements médicaux. Marguerite Leroux a besoin de dialyse 3 fois par semaine. Sophie Blanc fait de la chimiothérapie. Denise Martin paie la maison de retraite de sa mère de 95 ans avec cette pension. » Chaque nom était un coup de poignard. Je les connaissais toutes. J'avais travaillé côte à côte avec ces femmes. J'avais partagé des quarts de nuit, des plaintes contre des chefs injustes, des rêves de retraite tranquille. « Nous allons poursuivre au pénal », Monsieur Arnaud a déclaré, frappant son dossier sur la table. « C'est un détournement de fonds aggravé. Il peut prendre de 5 à 7 ans de prison. »« Non !» Le mot est sorti de ma bouche avant que je puisse réfléchir. « S'il vous plaît, il doit y avoir un autre moyen. » Madame Claire m'a regardé avec ses yeux bleus perçants. « Adrienne, c'est votre fils. Nous comprenons. Mais il nous a volées, toutes. Vous vous attendez à ce que nous laissions simplement passer ? » « Je ne m'attends pas à ce que vous laissiez passer, » j'ai répondu, la voix tremblante. « Mais il va rembourser, il va tout rendre, seulement. Ne l'envoyez pas en prison, s'il vous plaît. » Il y a eu un silence pesant. Alors, Madame Claire a dit finalement, « Il doit venir ici, personnellement, et expliquer ce qu'il comptait faire. » C'est ainsi qu'une semaine après l'appel téléphonique qui a tout changé, Mathieu et moi nous sommes retrouvés à nouveau. Mais ce n'étaient pas des retrouvailles heureuses. C'était dans une salle froide de médiation, avec des avocats, avec des documents, avec des accusations pesant dans l'air comme du plomb. Mathieu est entré dans la salle de médiation paraissant 10 ans plus vieux. Son visage était pâle, avec des cernes profonds, la barbe parasée. Il a évité mon regard quand il s'est assis de l'autre côté de la longue table. Son avocat, un jeune homme en costume trop cher pour son âge, a posé son dossier sur la table avec un bruit sec. De notre côté se trouvaient Madame Claire, Monsieur Arnaud et 2 autres représentantes de la coopérative, Madame Gisèle et Madame Odette, toutes 2 dans la soixantaine, toutes 2 avec des expressions de personnes profondément trahies. « Monsieur Fontaine, » Monsieur Arnaud a commencé, ouvrant un dossier plein de documents. « Êtes-vous conscient de la gravité de la situation ?» Mathieu a juste hoché la tête, toujours sans me regarder. « 200 femmes dépendent du fonds que vous avez. Videz. » Monsieur Arnaud a continué, sa voix chargée de désapprobation. « Des femmes qui ont travaillé 40, 50 ans dans des conditions insalubres. Des femmes avec des maladies chroniques, sans famille, sans ressources autres que cette pension. »« Je vais rembourser, » Mathieu a dit, la voix rauque. « Je vais vendre tout ce que j'ai, ma voiture, mon appartement, tout. » Cela prendrait 15 ans pour rembourser complètement. Madame Claire est intervenue, sa voix dure comme de la pierre.
Nos associés n'ont pas 15 ans. Monsieur Fontaine. Marguerite Leroux a un cancer en phase terminale. Sophie Blanc vient d'avoir un AVC. Chaque jour sans cet argent est un jour de moins de dignité pour elle. Avant que nous puissions continuer, je veux faire une pause rapide ici. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Ça m'aide beaucoup à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Merci. Maintenant, continuons. J'ai vu Mathieu déglutir, ses mains tremblant sur la table. Je ne savais pas. Il a murmuré. Je pensais que c'était à ma mère. Vous avez signé des documents ? Monsieur Arnaud a rétorqué, poussant des papiers dans sa direction. Des documents qui spécifièrent clairement votre fonction de curateur auxiliaire d'une coopérative. Avez-vous lu ces documents avant de signer ? Silence. Monsieur Fontaine, répondez à la question. Non, Mathieu a admis, levant finalement les yeux. Je n'ai pas lu. J'étais pressée. Madame Gisèle a poussé un soupir d'indignation. Madame Odette a secoué la tête, déçue. C'est alors que Madame Claire s'est tournée vers moi. Ses yeux, normalement sévères, portèrent quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Adrienne, tu es l'une des nôtres. Tu as travaillé à nos côtés pendant 3 décennies. Nous t'avons fait confiance pour prendre soin de notre avenir. Maintenant, ton fils met tout en péril. Elle a fait une pause. C'est toi qui décides. Poursuivons-nous au pénal ou acceptons-nous un arrangement ? Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Le poids de cette décision était écrasant. D'un côté, 200 femmes qui dépendèrent de cet argent. De l'autre, mon fils, qui avait commis une terrible erreur, mais qui restait mon fils. J'ai regardé Mathieu. Pour la première fois depuis que nous étions entrés dans la salle, nos yeux se sont rencontrés. J'ai vu de la peur là-dedans. J'ai vu du regret. Mais j'ai aussi vu le garçon qu'il était, celui qui courait dans mes bras quand il faisait des cauchemars, celui qui m'apportait des fleurs sauvages cueillies dans le parc. J'ai respiré profondément. Je veux qu'il paie. J'ai commencé, et j'ai vu le visage de Mathieu s'effondrer. Mais pas avec la prison. Il y a eu un murmure parmi les représentantes. Il va travailler gratuitement pour la coopérative, j'ai continué, ma voix devenant plus ferme. Pendant 10 ans. Il va aider les retraités avec la bureaucratie, avec les courses, avec les visites médicales, avec tout ce dont elles auront besoin. Il va connaître personnellement chacune des 200 femmes qu'il a failli détruire. Il va les regarder dans les yeux, il va écouter leurs histoires, il va comprendre ce que signifie consacrer toute une vie au travail juste pour être oublié dans la vieillesse. Madame Claire a hoché lentement la tête, considérant. Et il va rembourser l'argent, j'ai ajouté. Je ne sais pas comment, mais il le fera, même si cela prend 15 ans. Mais pendant ce temps, il sera présent, actif, aidant. Et pour vous, Adrienne ? Madame Claire a demandé gentiment. Qu'est-ce que vous voulez pour vous ? J'ai senti des larmes brûler mes yeux, mais je les ai retenues fermement. Pendant ces 10 ans, il ne doit pas me parler. Pendant ces 10 ans, il ne doit pas me parler. Il ne doit pas me chercher. Il ne doit plus exister dans ma vie. Le silence dans la salle était assourdissant. Mathieu a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Ses yeux se sont remplis de larmes. Maman, non, s'il te plaît. Je me suis levée, mes jambes tremblant légèrement, mais ma résolution restant ferme. Parce que le fils que j'ai élevé, j'ai dit, ma voix se brisant malgré moi, est mort le jour de cet appel téléphonique. Le Mathieu que je connaissais ne m'aurait jamais fait ça. Alors pendant ces 10 ans, tu vas apprendre ce que signifie vraiment servir les autres. Et peut-être, juste peut-être, tu retrouveras l'homme que tu aurais dû devenir. Madame Claire a regardé Monsieur Arnaud, qui a hoché la tête lentement. C'est acceptable pour la coopérative, Monsieur Arnaud a déclaré. Nous allons rédiger un contrat. 10 ans de service communautaire obligatoire, remboursement progressif et aucun contact avec Madame Fontaine durant cette période. Toute violation entraînera des poursuites pénales immédiates. Mathieu a baissé la tête, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. « Je suis désolé », il a murmuré. « Je suis tellement désolé. » Mais je ne pouvais pas le regarder. Si je le regardais, si je voyais ses larmes, mon cœur de mère prendrait le dessus et je pardonnerais tout,
Et il devait apprendre. Il devait vraiment comprendre ce qu'il avait fait. Je suis sortie de la salle sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu Mathieu crier mon nom, mais je n'ai pas arrêté. J'ai continué à marcher, mes pas résonnant dans le couloir vide, chaque pas m'éloignant un peu plus de mon fils. Une fois dehors, adossé contre le mur froid du bâtiment, j'ai finalement laissé les larmes couler. Elles coulaient en silence, chaudes et amères, emportant avec elles des années d'amour, d'espoir et de déception. Une main douce s'est posée sur mon épaule. C'était Madame Claire. « Tu as fait ce qu'il fallait, Adrienne. » Elle a dit doucement. C'était courageux. « Ça n'en a pas l'air. » J'ai répondu, essuyant mes larmes. J'ai l'impression d'avoir abandonné mon propre enfant. « Tu ne l'as pas abandonné. Tu lui donnes une chance de se racheter. C'est plus que ce que beaucoup de mères auraient fait. » J'ai hoché la tête, mais dans mon cœur, je savais que ces 10 années sans mon fils seraient les plus longues de ma vie. Les premières semaines après la médiation ont été les plus difficiles. Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur bondissait, espérant que ce soit Mathieu. Mais ce n'était jamais lui. Il respectait les termes du contrat, même si cela me déchirait. J'ai appris par Madame Claire qu'il avait commencé son travail communautaire. Sa première tâche était d'aider Madame Marguerite Leroux, la femme de 78 ans qui luttait contre le cancer en phase terminale. Il l'accompagne à ses séances de dialyse 3 fois par semaine, m'a dit Madame Claire lors d'une de nos réunions mensuelles. Au début, Marguerite était méfiante. Elle savait ce qu'il avait fait. Mais il est patient avec elle. Il l'écoute. Je voulais en savoir plus, mais je ne pouvais pas demander. C'était ma propre règle. Pas de contact, pas de nouvelles directes. Je devais le laisser trouver son propre chemin. Les mois ont passé lentement. L'automne a cédé la place à l'hiver, puis au printemps. Paris a changé de couleur, les arbres se sont dénudés puis ont reverdi, mais mon cœur restait dans cet hiver permanent. J'ai essayé de m'occuper. J'ai rejoint un club de lecture, j'ai commencé à faire du bénévolat dans une soupe populaire, j'ai même adopté un chat, un vieux matou gris que personne ne voulait au refuge. Je l'ai appelé Voltaire, parce qu'il avait ce regard sarcastique qui me faisait penser au philosophe. Mais la nuit, quand j'étais seule dans mon appartement, je regardais les photos de Mathieu enfant et je me demandais où j'avais échoué. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Avais-je été trop stricte? Pas assez présente? L'avais-je trop gâté en essayant de compenser l'absence de son père? 6 mois après la médiation, j'ai reçu une enveloppe par la poste. L'écriture sur l'enveloppe était celle de Mathieu. Mon cœur a bondi. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était une lettre. Pas pour moi, mais pour la coopérative, avec une copie pour moi. Il avait vendu sa voiture, son appartement, tous ses biens de valeur. Il avait remboursé 120 000 €. Avec la lettre, il y avait une petite note manuscrite. « Je sais que je ne peux pas te parler, maman. Mais je voulais que tu saches que je fais de mon mieux. J'apprends chaque jour. Monsieur. » J'ai tenu cette note contre mon cœur et j'ai pleuré. Des larmes de fierté mêlées de tristesse. Mon fils apprenait, grandissait, mais je ne pouvais pas être là pour le voir. 1 an après la médiation, Madame Claire m'a invité à un événement spécial de la coopérative. C'était une cérémonie pour honorer les membres qui avaient contribué de manière exceptionnelle à la communauté. « Tu devrais venir, Adrienne », elle a insisté. « C'est important. » Je suis arrivée à la salle communautaire un samedi après-midi ensoleillé de mai. Il y avait au moins 150 personnes présentes, la plupart des femmes âgées que je connaissais de mes années à l'usine. Elles m'ont accueillie avec des sourires et des embrassades chaleureuses. Puis, Madame Claire est montée sur la petite estrade. Aujourd'hui, nous voulons reconnaître quelqu'un qui a fait une différence remarquable dans nos vies cette année. Elle a commencé. Quelqu'un qui a commencé ce voyage pour de mauvaises raisons, mais qui a trouvé sa rédemption en servant les autres. Mon cœur s'est arrêté. Je savais de qui elle parlait. Mathieu Fontaine a aidé 89 de nos membres cette année. Il les a accompagnés à des rendez-vous médicaux, a fait leurs courses, a rempli leur paperasse bureaucratique, mais surtout, il les a écoutés. Il a appris leurs histoires. Il est devenu leur ami. Il y a eu des applaudissements dans la salle. Puis, de derrière un rideau, Mathieu est apparu. Je l'ai à peine reconnu. Il avait maigri, mais d'une manière saine. Ses yeux,
autrefois dur et impatient, était doux maintenant. Il portait un simple jean et un pull, pas les costumes coûteux qu'il affectionnait avant. Il n'a pas regardé dans ma direction. Il respectait notre accord. Mais je pouvais voir le changement en lui, même de loin. « Je ne mérite pas cet honneur », Mathieu a dit au microphone, sa voix tremblant légèrement. Ce que j'ai fait était impardonnable. Mais ces femmes incroyables, m'ont donné une chance que je ne méritais pas. Elles m'ont appris ce que signifie vraiment la dignité, le sacrifice, l'amour inconditionnel. Il a marqué une pause, et pour un bref instant, ses yeux ont cherché dans la foule. Ils se sont posés sur moi, juste une fraction de seconde, puis sont repartis. J'ai encore 9 ans devant moi, il a continué. Et même après, je continuerai. Parce que c'est ici que j'ai trouvé mon but. C'est ici que j'ai appris qui je veux être. Les applaudissements ont rempli la salle. Des femmes pleuraient. Madame Marguerite, assise dans un fauteuil roulant au premier rang, lui a tendu la main et il l'a prise avec une tendresse qui m'a brisé le cœur. Je suis sortie discrètement avant la fin de la cérémonie. Je ne pouvais pas rester. C'était trop douloureux de le voir si proche et pourtant si inaccessible. 2 ans se sont écoulés depuis la médiation. 2 années qui ont passé comme 2 décennies. Chaque jour, je me réveillais avec ce vide dans la poitrine, cette absence qui ne se comblait jamais vraiment. Voltaire, mon chat, semblait le comprendre. Il se blottissait contre moi les nuits où je pleurais, ronronnant doucement comme pour dire qu'il était là. J'avais développé une routine stricte pour survivre. Lever à 6 heures, café au lait avec une tartine, promenade au jardin du Luxembourg, déjeuner léger, lecture l'après-midi, bénévolat à la soupe populaire 3 fois par semaine, dîner simple, télévision ou livre, coucher à 22 heures. Une vie réglée comme une horloge, parce que si je laissais trop de place au silence, les pensées de Mathieu m'envahissaient. Madame Claire continuait à me donner des nouvelles indirectes lors de nos réunions mensuelles, même si je ne demandais jamais directement. Il a aidé 132 membres maintenant, m'a-t-elle dit un jour de septembre, alors que nous buvions du thé dans son bureau. Sophie Blanc dit qu'il est comme le petit-fils qu'elle n'a jamais eu. Il lui lit des romans policiers chaque vendredi soir. Je souriais, mais mon cœur saignait. J'étais fière de lui, terriblement fière, mais cette fierté était teintée d'une tristesse profonde. Il était devenu l'homme que j'avais toujours voulu qu'il soit, mais je ne pouvais pas être là pour le lui dire. Il a remboursé 300 000 € maintenant, Madame Claire a continué. Il travaille 2 emplois. Le jour, il est aide-soignant dans une maison de retraite. Le soir, il fait des livraisons à vélo. Il vit dans un studio minuscule à Belleville. Il a vendu tout ce qui avait de la valeur. Et Juliette ? J'ai demandé, incapable de retenir ma curiosité. Madame Claire a secoué la tête. Elle est partie il y a longtemps. Dès que l'argent a disparu, elle a disparu aussi. Il ne l'a jamais revue. J'ai hoché la tête. Une partie de moi était soulagée. Cette femme n'avait jamais été bonne pour lui. Les saisons continuaient à tourner. Le 3e anniversaire de notre séparation est arrivé. J'étais assise dans mon fauteuil, Voltaire sur mes genoux, quand j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai ouvert. C'était une jeune femme d'environ 25 ans, avec des cheveux châtains attachés en queue de cheval et un sourire nerveux. « Madame Fontaine ?» elle a demandé. « Oui. »« Je m'appelle Céline. Je suis assistante sociale à la coopérative. Mathieu, votre fils. Il m'a demandé de vous remettre ceci. » Elle m'a tendu une enveloppe. Mes mains tremblaient en la prenant. « Il ne voulait pas violer l'accord en vous contactant directement, » Céline a expliqué. « Mais il a dit que c'était important que vous le receviez. » J'ai remercié Céline et j'ai refermé la porte. Je me suis assise, l'enveloppe entre les mains, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une longue lettre manuscrite. « Chère maman, cela fait 3 ans aujourd'hui. 3 ans depuis que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. Non, pas le vol. La plus grande erreur a été de te traiter comme si tu ne valais rien, comme si tout ce que tu avais sacrifié pour moi ne comptait pas. J'ai travaillé avec 164 des 200 femmes maintenant. J'ai entendu leurs histoires. Marguerite m'a raconté comment elle a élevé 3 enfants seuls après que son mari est mort dans un accident d'usine. Sophie m'a parlé des années où elle travaillait de nuit pour payer les études de médecine de sa fille.
Denise m'a montré ses mains déformées par l'arthrite, résultat de 40 ans à la chaîne de montage. Et dans chacune de leurs histoires, je t'ai vu. J'ai vu ton sacrifice. J'ai vu tes mains abîmées. J'ai vu les années que tu as perdues à travailler pour que je puisse avoir une vie meilleure. Je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Tu ne voulais pas me punir. Tu voulais que j'apprenne. Et j'ai appris, maman. J'ai tellement appris. J'ai appris que la vraie richesse n'est pas l'argent dans un compte en banque, mais les relations que nous construisons. J'ai appris que la dignité ne vient pas de ce que nous possédons, mais de la manière dont nous traitons les autres. J'ai appris que l'amour d'une mère est la chose la plus précieuse au monde, et que je l'ai jeté comme si ce n'était rien. Il me reste encore 7 ans de service, mais même après, je continuerai. Non pas par obligation, mais parce que c'est devenu ma vie. Ces femmes sont devenues ma famille. Elles m'ont accepté malgré ce que j'ai fait. Elles m'ont pardonné quand je ne méritais pas le pardon. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais que tu saches que le fils que tu as essayé d'élever, celui que tu pensais avoir perdu, il est de retour. Il a mis du temps, mais il est là. Je t'aime, maman. Je t'aimerai toujours. Ton fils, Mathieu. Les larmes coulaient sur mes joues, tombant sur le papier et faisant baver l'encre. Je tenais la lettre contre mon cœur, sanglotant sans pouvoir m'arrêter. Voltaire miaulait doucement, frottant sa tête contre ma jambe. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, j'ai dormi paisiblement. Mon fils n'était pas perdu. Il était en train de se retrouver. Les lettres sont devenues régulières après cela. Pas fréquentes, car Mathieu respectait toujours notre accord de ne pas avoir de contact direct, mais tous les 3 mois environ, Céline apparaissait à ma porte avec une nouvelle enveloppe. Chaque lettre était un aperçu de sa transformation. Il me racontait les femmes qu'il aidait, les leçons qu'il apprenait, les petites victoires et les grands défis. Dans une lettre, il m'a raconté comment il avait aidé Madame Odette à retrouver sa fille dont elle était séparée depuis 15 ans à cause d'un malentendu familial. « J'ai passé 2 mois à faire des recherches », écrivait-il. « Quand elles se sont enfin retrouvées, elles ont pleuré pendant 1 heure. Ça m'a fait réaliser à quel point le temps est précieux, maman. Combien de temps ai-je gaspillé loin de toi ?» Dans une autre, il parlait d'avoir appris à cuisiner pour préparer des repas pour les membres qui ne pouvaient plus le faire elles-mêmes. « Tu te souviens de ta soupe de légumes ? J'ai essayé de la recréer pour Madame Gisèle. Elle a dit que c'était presque aussi bon que celle de sa mère, presque aussi bon que la tienne. Chaque lettre me faisait pleurer, mais c'était des larmes différentes maintenant. Pas seulement de tristesse, mais aussi d'espoir. Mon fils revenait, lentement, une lettre à la fois. 4 ans après notre séparation, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais à la soupe populaire où je faisais du bénévolat quand une des responsables, Marie, s'est approchée de moi. « Adrienne, nous avons un nouveau bénévole qui commence aujourd'hui. Je pense que tu le connais. » Mon cœur a cessé de battre. « Qui ?» Mais je connaissais déjà la réponse. Mathieu est entré dans la cuisine, vêtu d'un tablier, les cheveux un peu plus longs qu'avant, une barbe soignée encadrant son visage. Il m'a vu et s'est figé. Nous nous sommes regardés pour la première fois en 4 ans. Vraiment regardés. Ses yeux étaient différents, plus doux, plus sages. Les rides d'expression autour de sa bouche suggéraient qu'il souriait plus maintenant. « Bonjour maman », il a dit doucement. Ce simple mot, « maman », a brisé quelque chose en moi. Toutes les défenses que j'avais construites, tous les murs que j'avais érigés autour de mon cœur, se sont effondrés. « Bonjour Mathieu ». Marie nous regardait avec un sourire compréhensif. Il a demandé à être affecté ici. Il m'a dit que sa mère faisait du bénévolat le mardi et le jeudi et qu'il voulait travailler à ses côtés. Si tu es d'accord, bien sûr. J'ai regardé mon fils. Il attendait, nerveux, comme un enfant attendant la permission de sa mère. Je suis d'accord, j'ai murmuré. Ce premier mardi a été étrange et merveilleux à la fois. Nous avons travaillé côte à côte, préparant et servant des repas aux sans-abri, mais nous ne parlions presque pas. Pas de grandes conversations, pas de confrontations dramatiques. Juste de petites choses. Peux-tu me passer le sel ? Oui, bien sûr. Merci. Mais chaque petit échange était précieux. Chaque fois que nos mains se frôlaient en passant un plat,
Chaque fois que nos yeux se croisaient, c'était une guérison. Lente, douloureuse, mais réelle. Après le service, nous nous sommes retrouvés à nettoyer la cuisine ensemble. Le silence n'était plus inconfortable. C'était paisible. « Maman », Mathieu a finalement dit, essuyant une grande marmite, « Je sais que j'ai encore 6 ans sur mon contrat avec la coopérative, mais même après, je veux continuer. Pas parce que je dois, mais parce que je veux. Ces femmes, elles m'ont sauvé la vie. » « Je sais, mon fils, » j'ai répondu. « Je lis tes lettres, toutes tes lettres. Je les garde dans une boîte spéciale. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Tu les gardes ?»« Chacune d'elles. Et je les relis quand je me sens seule, quand je doute d'avoir fait la bonne chose. »« Tu as fait la bonne chose, maman. » Il a posé la marmite et s'est tourné vers moi. « Si tu ne m'avais pas arrêté, si tu ne m'avais pas forcé à faire face à ce que j'étais devenue, je serais. Je ne sais même pas où je serais maintenant. Probablement en prison. Ou pire, libre mais complètement perdu, continuant à blesser les gens autour de moi. Nous sommes restés là, dans cette cuisine de soupe populaire, entourée de casseroles et de l'odeur de savon, et pour la première fois en 4 ans, nous nous sommes vraiment parlé, vraiment écoutés. J'ai remboursé presque tout maintenant, il m'a dit. 400 000 €. Il en reste environ 900 000, mais je vais y arriver. J'ai un plan. Tu n'as pas à te presser, j'ai dit. L'important est que tu continues à aider, à apprendre, à grandir. C'est ce que les femmes de la coopérative me disent aussi. Elles sont incroyables, maman, Madame Marguerite. Elle est décédée il y a 6 mois. Mon cœur s'est serré. Oh, Mathieu, j'étais avec elle. Elle m'a tenu la main et m'a dit « Tu es un bon garçon maintenant, ta maman serait fière. » Et je lui ai dit « Ma maman est déjà fière, j'espère. » Et elle a souri, et elle a dit « Elle l'est, les mamans savent toujours. » Les larmes coulaient sur nos 2 visages maintenant. Elle avait raison, j'ai dit. Je suis fière, tellement fière. Mathieu a fait un pas vers moi, hésitant. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux te faire un câlin, maman? Je n'ai pas répondu avec des mots. Je me suis avancée et je l'ai serré dans mes bras, sentant sa taille, son poids, sa chaleur. Mon fils, mon petit garçon qui était devenu un homme, un bonhomme. Nous sommes restés ainsi pendant longtemps, pleurant, guérissant, nous retrouvant. Après cette première rencontre à la soupe populaire, Mathieu et moi avons commencé à reconstruire notre relation lentement, prudemment, comme on répare une porcelaine précieuse fissurée. Nous savions tous les deux que les choses ne pourraient jamais redevenir exactement comme avant, mais peut-être que c'était bien ainsi. Peut-être que nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, forgé dans le feu de la douleur et de la rédemption. Nous avons établi une nouvelle routine. 2 fois par semaine, nous travaillions ensemble à la soupe populaire. Le dimanche après-midi, nous nous promenions au jardin du Luxembourg, parlant de tout et de rien, rattrapant les années perdues par petites touches. Lors d'une de ces promenades, alors que l'automne colorait Paris de teintes dorées et rouges, Mathieu m'a raconté comment il avait vraiment changé. C'était il y a environ 2 ans, a-t-il commencé, marchant lentement à mes côtés. J'aidais Madame Sophie. Elle devait aller faire de la chimiothérapie et je l'accompagnais comme d'habitude. Dans la salle d'attente, elle m'a pris la main et m'a dit « Mathieu, pourquoi fais-tu vraiment tout ça? Est-ce seulement par obligation ?» Il s'est arrêté devant l'étang, regardant les enfants faire naviguer leur petit bateau. Et j'ai réalisé que je ne savais pas répondre. Au début, oui, c'était par obligation. J'étais en colère, amère, je me sentais piégée. Mais à ce moment-là, quand elle m'a posé la question, j'ai cherché dans mon cœur et j'ai trouvé quelque chose de différent. Je le faisais parce que ça me rendait heureux. Parce que pour la première fois de ma vie, je me sentais utile. Pas pour ce que je possédais ou pour combien je gagnais, mais pour ce que je donnais. J'ai pris sa main. C'est ce que j'ai toujours voulu que tu comprennes. Que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque. Je sais, maman. Je sais maintenant. Les mois ont continué à passer. 5 ans après notre séparation, j'ai remarqué que Mathieu semblait préoccupé. Il était distrait pendant nos promenades, perdu dans ses pensées. « Qu'est-ce qui te tracasse, mon fils ?» J'ai finalement demandé un dimanche particulièrement froid de janvier. Il a hésité, puis a sorti une enveloppe de sa poche.
J'ai reçu ça hier. C'est une offre d'emploi. Une grande entreprise pharmaceutique cherche quelqu'un avec de l'expérience en soins aux personnes âgées pour diriger leur programme de responsabilité sociale. Le salaire est considérable. Avec cet argent, je pourrais rembourser le reste de ma dette à la coopérative en 2 ans au lieu de 5. C'est merveilleux. J'ai dit, sincèrement heureuse pour lui. Pourquoi tu as l'air si troublée ? Parce que ça signifierait arrêter le travail direct avec les femmes de la coopérative. Ce serait un travail de bureau, de gestion. Je ne serai plus là pour accompagner Madame Denise à ses rendez-vous médicaux, ou pour lire des livres à Madame Gisèle, ou pour aider Madame Odette avec ses courses. Je me suis arrêtée et je l'ai regardé dans les yeux. « Mathieu, qu'est-ce que tu veux vraiment faire ?» Il a baissé la tête. « Je veux rester avec elle, mais je me sens coupable. Si je prends ce travail, je peux rembourser plus vite. N'est-ce pas mon devoir ? Ton devoir, j'ai dit fermement, est de faire ce qui est juste pour toi et pour les personnes dont tu t'occupes. L'argent sera remboursé, d'une manière ou d'une autre. Mais les relations que tu as construites, le bien que tu fais chaque jour, ça, c'est irremplaçable. » Ses yeux se sont illuminés. « Tu veux dire ? Je veux dire que si ton cœur te dit de rester, alors reste. Les meilleures décisions viennent du cœur, pas du portefeuille. » Il m'a serré dans ses bras, là au milieu du jardin, ne se souciant pas des regards curieux des passants. « Merci, maman. Merci de toujours savoir quoi dire. » 1 semaine plus tard, il a refusé l'offre d'emploi. À la place, il a intensifié ses efforts avec la coopérative. Il a même commencé à donner des formations aux jeunes bénévoles sur comment interagir avec dignité et respect avec les personnes âgées. 6 ans après notre séparation initiale, la coopérative a organisé une grande célébration. C'était pour marquer le 10e anniversaire de sa fondation, mais c'était aussi pour reconnaître tout le travail que Mathieu avait accompli. La salle était remplie de toutes les femmes qui l'avaient aidé au fil des ans. Certaines étaient en fauteuil roulant, d'autres marchaient avec des cannes, mais toutes étaient là, souriant, pleurant de joie. Madame Claire a pris la parole en premier. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement notre coopérative, mais aussi la transformation extraordinaire que nous avons tous eu le privilège de témoigner. Mathieu Fontaine est venu à nous comme un débiteur. Il repart. Enfin, il ne repart pas, car il a choisi de rester. Il continue parmi nous comme un ami, un fils, un héros pour beaucoup. Les applaudissements ont rempli la salle. Mathieu est monté sur l'estrade, visiblement ému. « Il y a 6 ans, a-t-il commencé, sa voix tremblant légèrement. J'étais l'homme le plus égoïste de Paris. Je ne pensais qu'à moi, à mes désirs, à mon confort. J'ai trahi la personne qui m'aimait le plus au monde, ma mère, et j'ai volé 200 femmes qui ne m'avaient jamais rien fait de mal. » Il a marqué une pause, cherchant mes yeux dans la foule. Je lui ai souri, les larmes coulant sur mes joues. Mais ces femmes incroyables ne m'ont pas vu comme un voleur. Elles m'ont vu comme une personne capable de changer. Et elles m'ont donné cette chance. Chacune d'entre vous m'a appris quelque chose. Marguerite m'a appris la dignité face à la mort. Sophie m'a appris la force dans la faiblesse. Denise m'a appris que l'amour d'une mère ne meurt jamais, même quand les enfants la déçoivent. Sa voix s'est brisée et il a dû s'arrêter pour reprendre son souffle. Il me reste encore 4 ans sur mon contrat de service, mais j'ai une annonce à faire. La salle est devenue silencieuse, même les respirations semblaient suspendues. Quand ces 4 ans seront terminés, je ne partirai pas. Je vais continuer. Non pas parce que je dois, mais parce que c'est ici que je suis à ma place. C'est ici que j'ai trouvé ma famille. Les applaudissements qui ont suivi l'annonce de Mathieu ont duré presque 5 minutes. Les femmes pleuraient, se levaient pour l'applaudir, certaines criaient « Bravo !» avec des voix tremblantes d'émotion. Je pleurais aussi, submergée par la fierté et par l'amour pour ce fils qui avait tellement changé. Après la cérémonie, alors que les gens se mêlaient, partagèrent des gâteaux et du champagne, Madame Claire m'a prise à part. « Adrienne, il faut que je te dise quelque chose. » Elle a commencé, ses yeux bleus brillant d'une émotion inhabituelle chez cette femme habituellement si composée. « Ton fils a fait quelque chose d'extraordinaire ces derniers mois, et je pense que tu dois le savoir. » « Quoi donc ? » « Il a créé un fonds,
Avec l'argent qu'il gagne de ses 2 emplois, il met de côté une partie pour les urgences médicales des membres de la coopérative. Quand Madame Hélène a eu besoin d'une opération d'urgence de la cataracte le mois dernier et que sa pension ne suffisait pas, c'est Mathieu qui a payé la différence. Anonymement. Elle ne le sait toujours pas. Mon cœur s'est gonflé. Il ne m'a rien dit. Il ne le dit à personne. Mais nous, à la coopérative, nous savons. Il a aidé 7 femmes ces 6 derniers mois de cette manière. Des milliers d'euros de sa propre poche. Ce soir-là, quand Mathieu m'a raccompagné chez moi, je lui ai demandé à ce sujet. Il a rougi, embarrassé. « Comment tu as su ?» Madame Claire m'a dit. « Mathieu, pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Parce que ce n'est pas pour la reconnaissance, maman. C'est juste. Quand je vois ces femmes souffrir parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour leurs médicaments ou leurs soins, je ne peux pas rester les bras croisés. J'ai gaspillé tant d'argent dans ma vie sur des choses stupides. Maintenant, je peux au moins l'utiliser pour quelque chose de bon. » Nous marchions lentement dans les rues de Paris, la ville illuminée autour de nous. « Tu sais, » j'ai dit doucement, « ton père n'était pas un mauvais homme au début. Il a juste perdu son chemin. Il a laissé l'argent et le pouvoir le corrompre. J'ai toujours eu peur que tu suives le même chemin. J'ai suivi ce chemin, maman, mais tu m'as sauvée avant qu'il soit trop tard. Non, j'ai corrigé. Tu t'es sauvée toi-même. J'ai juste créé les circonstances. Mais le choix de changer, c'était le tien. Les saisons ont continué à passer. 7 ans, 8 ans, 9 ans après notre séparation initiale, nous étions plus proches que jamais. Mathieu venait dîner chez moi tous les vendredis soirs. Nous cuisinions ensemble, parlions, rions. Parfois, nous ne parlions pas du tout, nous contentant d'être ensemble dans un silence confortable. Un vendredi particulier, alors que nous préparions ma fameuse soupe de légumes, Mathieu a eu un regard étrange, distant. « À quoi tu penses ?» j'ai demandé. Je pensais à Juliette. Il a admis. Je me demande où elle est, ce qu'elle fait. Tu lui pardonnes ? Il a réfléchi un moment, coupant méticuleusement des carottes. Je lui suis reconnaissant, en fait, si elle n'avait pas été si claire dans ses priorités, si elle ne m'avait pas poussé à faire ce que j'ai fait, je ne serais jamais devenue qui je suis maintenant. Donc oui, je lui pardonne, et j'espère qu'elle a trouvé son bonheur, où qu'elle soit. Et toi, tu as trouvé le bonheur ? Il m'a regardé avec un sourire qui illuminait toute sa face. Oui, maman. Pour la première fois de ma vie, je peux vraiment dire que je suis heureux. Pas heureux parce que j'ai beaucoup d'argent ou un travail prestigieux. Heureux parce que je me couche chaque soir en sachant que j'ai fait une différence dans la vie de quelqu'un. Heureux parce que j'ai retrouvé ma mère. Heureux parce que j'ai enfin trouvé qui je suis vraiment. Nous nous sommes embrassés, là dans cette petite cuisine, avec Voltaire qui miaulait pour avoir des morceaux de poulet et la soupe qui bouillait sur le feu. 9 ans et demi après le début de son service communautaire, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mathieu est arrivé à notre dîner du vendredi avec une jeune femme. « Maman », il a dit, nerveux comme un adolescent présentant sa première petite amie, « je voudrais te présenter Émilie. Elle est infirmière à la maison de retraite où je travaille. » Émilie était une femme simple et chaleureuse, avec des yeux gentils et un sourire sincère. Contrairement à Juliette, elle m'a regardé directement dans les yeux quand nous nous sommes serrés la main. « Madame Fontaine, c'est un honneur de vous rencontrer. Mathieu parle tout le temps de vous. » Au fil de la soirée, j'ai observé comment ils interagissaient. Il y avait de la tendresse là, du respect, de l'amour véritable. Émilie travaillait aussi avec les personnes âgées par passion, pas par obligation. Elle comprenait le travail de Mathieu, le valorisait même. Après le dîner, quand Émilie est allée aux toilettes, Mathieu s'est penché vers moi. « Qu'est-ce que tu en penses ? » Je pense, j'ai dit avec un sourire, qu'elle est parfaite pour toi. Elle te voit vraiment, Mathieu. Pas l'homme que tu étais, mais l'homme que tu es devenu. Ses yeux se sont remplis de larmes de gratitude. Je voulais ton approbation avant de lui demander de m'épouser. Mon cœur a fait un bond. Tu vas lui demander ? Oui. Mais cette fois, je veux que tu sois là. Je veux que tu sois à mes côtés. Que tu sois la première personne qu'on voit quand on se retourne après avoir dit oui.
j'ai pris ses mains dans les miennes. Il n'y a rien au monde qui me rendrait plus heureuse. Le 10e anniversaire du début du service communautaire de Mathieu approchait. Selon les termes de son contrat, il serait officiellement libéré de son obligation. Mais nous savions tous qu'il n'allait nulle part. La coopérative a organisé une grande célébration pour marquer cette étape importante. Mais avant cela, quelque chose de profond s'est produit entre Mathieu et moi. C'était un dimanche matin de printemps. Mathieu m'avait demandé de le retrouver dans un café spécial, celui sur le boulevard Saint-Germain où tout avait commencé 10 ans auparavant. Quand je suis arrivée, il était déjà assis à une table près de la fenêtre, exactement là où j'étais assise ce jour fatidique. Sur la table devant lui se trouvait une boîte en bois. « Assieds-toi, maman », il a dit doucement. Je me suis assise, curieuse. « Il y a 10 ans aujourd'hui », il a commencé. J'étais assis chez moi avec Juliette, planifiant notre avenir avec l'argent que j'allais voler. J'étais excitée, je me sentais malin, puissant. Je pensais que j'avais tout compris. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines de lettres. Ce sont toutes les lettres que je t'ai écrites ces 10 années. Mais il y en a d'autres aussi. Des lettres que je n'ai jamais envoyées. Des lettres que j'ai écrites dans mes moments les plus sombres, quand je me haïssais tellement que je pouvais à peine respirer. Des lettres que j'ai écrites quand j'ai enfin compris l'ampleur de ce que j'avais fait. Des lettres de colère, de honte, de désespoir, mais aussi finalement d'espoir. Il a sorti une lettre en particulier, jaunie et froissée. Celle-ci, je l'ai écrite la première nuit après la médiation. La nuit où j'ai réalisé que j'avais peut-être perdu ma mère pour toujours. Il me l'a tendue. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. L'écriture était presque illisible, tremblante, tachée de ce qui ne pouvait être que des larmes. « Maman, je ne sais pas si tu liras jamais ceci. Je ne sais même pas si j'aurai le courage de te l'envoyer, mais je dois l'écrire. Je dois mettre ces mots sur papier, sinon je vais exploser. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu te faire ça? À toi, qui as sacrifié tout pour moi. Je me regarde dans le miroir et je vois un monstre, un étranger. Ce n'est pas moi, ce ne peut pas être moi, mais c'est moi, c'est ce que je suis devenue, cupide, cruelle, égoïste. Juliette est partie, elle a pris ses affaires et elle est partie sans un regard en arrière. Et tu sais quoi? Je m'en fiche. Parce que tout ce que je peux penser, c'est ton visage quand tu es sorti de cette salle de médiation. Ta douleur, ta déception. Je t'ai brisé le cœur. Et maintenant le mien est brisé aussi. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas si je peux. Mais je vais essayer. Je vais consacrer chaque jour qui me reste à essayer de devenir l'homme que tu voulais que je sois. L'homme que tu méritais d'avoir comme fils. Je t'aime, maman. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Les larmes coulaient sur mes joues. Je levai les yeux vers Mathieu, qui pleurait aussi. Je porte cette lettre avec moi chaque jour depuis 10 ans, il a dit, dans mon portefeuille, pour me rappeler qui je ne veux plus jamais être. Il a pris une grande respiration, puis a sorti une autre enveloppe de sa poche. Celle-ci était neuve, blanche, immaculée. Et voici une nouvelle lettre, une que je veux que tu lises maintenant. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Chère maman, dans 2 jours, mon obligation de service communautaire prendra officiellement fin. 10 ans. Une décennie de ma vie consacrée à réparer ce que j'avais brisé. Mais voici la vérité que je veux que tu saches. Je ne le vois pas comme une peine que j'ai servie. Je le vois comme un cadeau que tu m'as donné. Le cadeau de la transformation. Le cadeau de découvrir qui je suis vraiment. Ces 10 années ont été les meilleures de ma vie. Pas malgré les difficultés, mais à cause d'elles. J'ai appris à vivre simplement. J'ai appris à trouver de la joie dans le service aux autres. J'ai appris ce que signifie vraiment aimer. Quand mon contrat se terminera officiellement, je vais continuer exactement comme avant. Parce que ce n'est plus un travail pour moi. C'est ma vie. C'est qui je suis. Mais il y a une chose que je veux faire différemment. Maman, pendant ces 10 ans, tu m'as regardé grandir de loin. Tu m'as soutenu. Tu m'as guidé. Mais tu as aussi maintenu une certaine distance pour me laisser trouver mon propre chemin. Je veux que cette distance disparaisse maintenant. Je veux que tu sois pleinement dans ma vie. Je veux que tu rencontres Émilie correctement, que tu nous aides à planifier notre mariage.
Je veux que tu sois là quand nous aurons des enfants, pour qu'ils grandissent en connaissant la femme extraordinaire qu'est leur grand-mère. Je veux que nous rattrapions chaque moment perdu. Mais plus que tout, je veux que tu saches ceci. Tu ne m'as pas seulement sauvé, tu m'as recréé. Tu m'as donné une seconde chance que je ne méritais pas, et j'ai passé chaque jour de ces 10 années à essayer d'en être digne. Je ne serai jamais parfait. Je ferai encore des erreurs. Mais je serai toujours ton fils, et je t'aimerai toujours de tout mon cœur. Merci de ne pas avoir abandonné, même quand j'avais abandonné moi-même. Ton fils, pour toujours, Mathieu. Je ne pouvais plus parler. Les mots étaient coincés dans ma gorge, noyés par les larmes. Je me suis levée et j'ai contourné la table pour le serrer dans mes bras. Nous sommes restés ainsi pendant longtemps, pleurant, guérissant, nous aimant. Autour de nous, la vie du café continuait. Les serveurs servèrent du café, les clients lisaient leurs journaux, la pluie commençait à tomber doucement contre la vitre. Mais dans notre petite bulle, le monde s'était arrêté. « Je t'aime, mon fils », j'ai finalement murmuré, et je suis si fière de l'homme que tu es devenu. Je t'aime aussi, maman, et je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne regrettes jamais de m'avoir donné cette seconde chance. 2 jours plus tard était le jour de la grande célébration. La coopérative avait loué une belle salle dans le 7e arrondissement, avec vue sur la Seine. Toutes les 200 femmes membres étaient invitées, ainsi que leurs familles, les bénévoles et les partenaires de la coopérative. J'ai passé la matinée à me préparer, choisissant une robe élégante bleu marine que Mathieu m'avait offerte pour mon dernier anniversaire. Quand je suis arrivée à la salle, j'ai été submergée par la beauté des lieux. Des fleurs partout, des tables élégamment dressées, et au centre, une grande bannière. 10 ans de service, une vie de changement. Mathieu était déjà là, vêtu d'un costume sobre mais élégant. Émilie à ses côtés, dans une robe rose pâle. Quand il m'a vue, son visage s'est illuminé et il est venu vers moi. « Tu es magnifique, maman. Toi aussi, mon fils. » La cérémonie a commencé par des discours. Madame Claire a parlé de la transformation de Mathieu, de son dévouement, de son impact sur la communauté. Plusieurs des femmes qui l'avaient aidé sont montées sur scène pour partager leurs histoires. Madame Sophie, maintenant en rémission de son cancer, a raconté comment Mathieu l'accompagnait à ses séances de chimiothérapie et lui tenait la main quand elle avait peur. Madame Denise a partagé comment il lui avait appris à utiliser un ordinateur pour qu'elle puisse communiquer avec ses petits-enfants en Australie. Madame Gisèle, maintenant âgée de 86 ans, a dit en pleurant « Mathieu est le fils que je n'ai jamais eu. Il m'a redonné espoir dans les jeunes générations. » Puis ce fut le tour de Mathieu de parler. Il est monté sur scène, nerveux mais déterminé. Il y a 10 ans, il a commencé. Je me tenais dans une salle de médiation face aux conséquences de mes actions terribles. J'avais volé 200 femmes, trahi ma mère et détruit ma propre âme dans le processus. J'étais perdu, égoïste, sans boussole morale. Il a regardé vers moi. Ma mère aurait pu me laisser aller en prison. Ça aurait été plus facile pour elle. Mais au lieu de cela, elle a choisi quelque chose de plus difficile, quelque chose de plus courageux. Elle m'a donné une chance de me racheter. Sa voix tremblait maintenant. Ces 10 années ont été les plus difficiles de ma vie, mais elles ont aussi été les plus enrichissantes. J'ai appris ce que signifie vraiment servir. J'ai appris que la dignité ne vient pas de ce que nous possédons, mais de la manière dont nous traitons les autres. J'ai appris que le véritable amour est patient, pardonne et donne des chances même quand elles ne sont pas méritées. Il a fait une pause, essuyant ses larmes. Mon contrat se termine officiellement aujourd'hui. Je suis libre de partir. Mais voici mon annonce. Je ne pars nulle part. Je vais continuer à travailler avec cette coopérative, non plus par obligation, mais par choix, par amour, par gratitude. Les applaudissements ont éclaté, mais Mathieu a levé la main pour demander le silence. Il y a une dernière chose. Maman, peux-tu monter ici s'il te plaît? Surprise, je me suis levée et j'ai monté sur scène. Mathieu m'a pris les mains. Maman, pendant 10 ans, tu as porté le poids de ta décision. Tu t'es demandé si tu avais fait le bon choix. Tu as vécu avec la douleur de notre séparation tout en restant forte pour moi. Il a sorti une enveloppe de sa poche. Voici la dernière chose que je veux faire officiellement dans le cadre de mon contrat. Il a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire.
Chère maman, il me reste encore 900 000 € à rembourser à la coopérative selon les termes de mon contrat. À mon rythme actuel, cela prendrait encore environ 5 ans. Mais je sais quelque chose que tu ne sais pas. Je sais que tu as de l'argent. Des économies que tu as mises de côté pendant toutes ces années de travail. Des économies que tu gardes pour tes vieux jours, pour les urgences, pour ta sécurité. Et je sais que, dans ta bonté infinie, dans ton amour maternel sans limite, tu envisages d'utiliser cet argent pour payer le reste de ma dette. Pour me libérer plus tôt. Madame Claire m'a dit que tu l'as contacté à ce sujet la semaine dernière. Mon cœur s'est arrêté. Il savait. Eh bien, maman, j'ai quelque chose à te dire. Il s'est tourné vers moi, les larmes coulant sur son visage. Ne le fais pas, garde ton argent. Tu l'as gagné honnêtement, douloureusement, en sacrifiant ta santé et ton confort. C'est ton argent, et tu mérites de le garder pour toi. Mais Mathieu... J'ai commencé, mais il a secoué la tête. Non, maman, laisse-moi finir. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas que tu paies pour mes erreurs. Ce que je veux, c'est que tu l'utilises pour toi. Voyage. Profite de ta retraite. Gâte tes futurs petits-enfants. Vis la vie que tu n'as jamais pu vivre parce que tu travaillais si dur pour moi. Il s'est agenouillé devant moi, tenant toujours mes mains. Ce que je veux, c'est ta bénédiction, ton pardon, ton amour. Et je veux te promettre ceci. Je vais rembourser chaque centime de cette dette avec mon propre travail, à mon propre rythme. Et quand ce sera terminé, quand le dernier euro sera payé, je viendrai te voir et je te dirai « Maman, je l'ai fait. Je suis vraiment libre maintenant. Libre de la dette, libre de la honte, libre de l'homme que j'étais. » La salle entière pleurait maintenant. Je suis tombée à genoux avec lui, nos fronts se touchant. « Tu as toujours eu mon pardon, mon fils, » j'ai murmuré. « Depuis le premier jour, tu as toujours eu mon amour, et tu auras toujours ma bénédiction. » Nous nous sommes embrassés là, sur cette scène, devant 200 femmes qui ont applaudi, pleuré et célébré non seulement la fin d'un contrat, mais la naissance d'un homme nouveau. Après la cérémonie, alors que les gens dansaient et célébraient, Mathieu et moi nous sommes retrouvés sur le balcon, regardant la scène couler en contrebas. « Tu sais, » j'ai dit, « quand j'ai reçu cet appel il y a 10 ans, j'ai pensé que ma vie était terminée, que j'avais tout perdu. Et maintenant ? Maintenant, je me rends compte que c'était le début de quelque chose de nouveau, de plus profond, de plus vrai. » Mathieu a passé son bras autour de mes épaules. « Merci, maman, pour tout, pour ne pas avoir abandonné, pour m'avoir aimé même quand je ne méritais pas d'être aimé, pour m'avoir montré ce que signifie vraiment être humain. » Nous sommes restés là, regardant le soleil se coucher sur Paris, une mère et son fils, réunis non pas par le sang seul, mais par quelque chose de plus fort. Le pardon, la rédemption et l'amour inconditionnel. Et dans cette ville de lumière, alors que la nuit tombait doucement, 2 cœurs brisés étaient enfin guéris.